Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Monoplace épisode 7, c'est JM, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, encore et deux nouvelles qui viennent d'arriver, à savoir Amazon Music et TuneIn. Voilà, c'est tout nouveau de la semaine dernière, donc si vous souhaitez écouter Monoplace, vous pouvez le faire également sur ces plateformes. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Voilà, j'ai tout mis sur YouTube aussi, dans une chaîne, hein, vous retrouvez ça très facilement. Monoplace podcast. Si vous souhaitez du coup avoir tous les liens, parce que c'est tout à fait possible, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, où je vous invite à vous abonner, à partager le compte, et puis vous retrouverez du coup dans la bio tous les liens vers les plateformes, le Facebook, voilà, tout ce qu'il faut. Vous pouvez également faire un don pour soutenir le podcast si vous le souhaitez. Voilà, donc tout y est dans le lien de la bio. Alors, je le répète assez souvent, je le répéterai à chaque début d'épisode et à chaque fin d'épisode. En fait, c'est très important pour développer le podcast. Et si vous êtes notamment sur Apple, n'hésitez pas à donner une note et à commenter. Parce que c'est comme ça également que Monoplace pourra se développer davantage. Et je le redis, mais le compte Instagram est également très important, Monoplace Podcast. Par ailleurs, si vous souhaitez m'envoyer un message, partager vos avis, vos expériences, vos idées ou encore votre passion de la Formule 1 avec moi, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Vous êtes les bienvenus, bien évidemment. En bref, vous écoutez, vous partagez, vous commentez et merci encore une fois pour tous vos messages et vos écoutes, ça fait chaud au cœur. Voilà, le podcast a bien pris là en quelques semaines. Je l'ai lancé il y a moins d'un mois maintenant, donc voilà, les premiers résultats sont quand même très très bons. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre fidélité et voilà, pour vos messages et vos écoutes. Ça va peut-être s'entendre sur le podcast, mais je suis un peu enrhumé. Donc voilà, désolé si j'ai une voix un peu bizarre et si je parle un petit peu du nez, mais voilà, ça va être un épisode 7 un peu enrhumé. Voilà. L'épisode 7, il va se concentrer sur un sujet bien particulier et du coup, on va faire un bond dans le temps, un bond dans le futur, à savoir la saison 2022, qui sera, à n'en pas douter, l'année de la révolution pour la Formule 1. La prochaine, ça sera en 2025 en ce qui concerne les moteurs, mais ça j'y reviendrai dans un prochain épisode. Pour le moment, on va rester avec nos bons vieux V6 turbo hybride 1,6 litre. Voilà, en ce qui concerne les moteurs, ça on verra ça du coup en 2025, je referai un épisode dessus. Mais vous le savez très certainement, 2022 est déjà dans toutes les têtes et les écuries ont déjà en ligne de mire cette saison, à tel point que certaines vont laisser passer le train cette saison 2021 pour vraiment se concentrer sur le futur, qui aura pour but de révolutionner la discipline. Alors, la F1 elle a toujours subi des transformations dans son histoire, qu'elles soient techniques ou sportives, et 2022 fera partie, bien sûr, de l'histoire de ce sport. C'est assez commun à la Formule 1, mais voilà, 2022, on va avoir des nouvelles choses très intéressantes qui vont arriver. Donc voilà, on va faire un petit bond dans le futur. Déjà, 2021 aurait dû être l'année de la transition, mais une mauvaise petite saloperie du nom de Covid-19, que vous connaissez certainement, a tout chamboulé et la F1 a également subi les conséquences du virus. Mais nous avons quand même vu des nouveautés arriver, comme les courses sprint, qui vont arriver cette saison au nombre de 3. On a vu également le développement aérodynamique, notamment le fameux introduction d'un système de handicap. Les essais libres plus courts, le nombre de MGUK qui est passé de 2 à 3. Voilà, donc les écuries peuvent effectivement maintenant avoir 3 unités, faire appel à 3 unités d'MGUK dans la saison. Pour celles et ceux qui ne le savent pas ce que c'est, le MGUK, il s'agit du Motor Generator Unit kinétique, qui est en fait la récupération d'énergie cinétique. C'est un des composants du bloc propulseur et qui agit au moment du freinage. On a vu également le plafond budgétaire avec un encadrement des budgets fixés à 145 millions de dollars, soit 132 millions d'euros environ. Et la rétro-ingénierie qui avait fait couler notamment beaucoup d'encre l'année dernière avec les Racing Point, où la RP20
était une bonne copie de la Mercedes W10. Donc en gros, ça empêche les écuries de pomper une voiture déjà existante via des logiciels. Voilà, donc déjà 2021, c'est déjà en quelque sorte une année qui a un peu révolutionné la F1. Mais on va dire que 2021, c'est une saison de transition. Et du coup, 2022 ira encore plus loin que cette année-là, parce que c'est vraiment l'année prochaine où on verra les plus gros changements. Alors, pourquoi cette refonte ? Sachez déjà que cette transformation a mis quand même 2 ans à voir le jour. Ce qui est quand même pas négligeable, hein. Avec des discussions à n'en plus finir entre les responsables de la F1 et les écuries. Avancer dans le même sens, c'est jamais évident, et surtout dans ce petit monde de la discipline reine des courses automobiles. Le pourquoi du comment, c'est Chase Carey, président du Formula One Group, et Ross Brown, qui est le directeur technique et sportif du championnat de F1, qui en font un bon résumé. Le nouveau règlement vise à générer des courses plus palpitantes et plus équilibrées. La F1 sera plus durable mais moins complexe et plus facile à comprendre, tout en continuant d'être la plus grande compétition de courses automobiles au monde et une vitrine technologique. Le règlement sera associé à une nouvelle structure de gouvernance et de partage des bénéfices. Le sport pourra ainsi se développer sainement. Voilà en gros ce que va donner en très gros le futur règlement sur 2022. Parlons déjà du règlement sportif. Déjà, une chose à savoir, c'est qu'on aura le droit à partir de 2022 à des week-ends plus intenses et condensés. Donc en fait, on aura toujours les 2 séances d'essais libres le vendredi matin et la 3e séance le samedi matin. Mais maintenant, il y aura le parc fermé qui aura lieu du coup dès la fin de la FP3, donc plutôt qu'au début des qualifications. En gros, tout ce que les écuries testeront en termes d'aérodynamisme devra obligatoirement être enlevé directement à la fin des 3e essais libres. La traditionnelle conférence de presse qui a lieu actuellement le jeudi, maintenant aura lieu le vendredi matin. Donc en fait, tout ça, le week-end, tiendra sur 3 jours. Donc ça sera très condensé pour tout le monde, mais du coup, ça va renforcer un petit peu le côté dynamique de la chose. Les jeunes pilotes également pourront également mieux se faire à la Formule 1 parce que les écuries auront le devoir de réserver minimum 2 séances d'essais libres pour des personnes n'ayant pas couru plus de 2 grands prix. En gros, ce que ça va donner plus de chances aux jeunes et une meilleure acclimatation à la discipline. On espère par la même occasion que le monde assez fermé de la Formule 1 puisse s'ouvrir davantage parce que on sait, les places sont très rares et pour les jeunes, c'est toujours un petit peu compliqué d'accéder à la Formule 1 et puis surtout d'avoir une transition. Donc là, au moins l'avantage, c'est qu'ils pourront un petit peu s'acclimater, même si au final, peut-être qu'ils n'iront jamais en Formule 1, mais au moins, ils auront un petit aperçu plutôt sympa de la discipline. En ce qui concerne le règlement technique, c'est simple. Il s'agira avant tout de réduire les écarts de performance entre les écuries et de permettre aux voitures de mieux se suivre avec le fameux effet de sol. Les chances seront donc plus importantes pour tout le monde de tirer son épingle du jeu. D'un point de vue look, des monoplaces, on verra un vrai bouleversement, notamment dans le design. Le museau avant des voitures sera plus simple et un peu plus long. Pour moi, ça ressemble un peu à des becs de canard allongés, un petit peu. Voilà, je vois ça un peu comme ça. Je mettrai d'ailleurs dans la photo d'illustration du podcast, je mettrai un aperçu de la monoplace de l'année prochaine. Exit également les déflecteurs latéraux et l'aileron arrière, lui sera agrandi et donc plus volumineux. Les jantes passeront de 13 pouces à 18 pouces. Alors on sait déjà que les écuries les testent, et c'était le cas notamment de Mercedes il y a quelques temps. Quand je parlais d'effet de sol précédemment, il faut regarder en dessous de la voiture. On retrouvera un double diffuseur qui agira sur l'appui de la voiture et donc une meilleure stabilité et la possibilité aux voitures et aux pneus de moins se dégrader rapidement. On sait que les voitures se dégradent très vite, les pneus, on n'en parle même pas. Nicolas Tombazis, le responsable technique des monoplaces de la FIA, l'explique très bien et il dit « Nous voulons des pneus qui permettent de se battre sans se dégrader ou qui donnent un court intervalle d'attaque. Elles sont plus simples que les autos actuelles car de nombreux petits composants ont été retirés. Surtout devant les pontons et les ailerons avant est plus simple. Il y a un diffuseur sous la voiture à effet Venturi. Il y a des canaux sous les pontons de l'avant vers l'arrière. » Alors, pour l'effet Venturi, je vais être honnête avec vous,
Moi qui ai pas découvert la Formule 1 l'année dernière, mais comme je disais, je suis devenu fan l'année dernière. Je vais être honnête avec vous, l'effet Venturi, pour moi, ça me parlait pas du tout. Alors, je savais pas ce que c'était. Du coup, ce que j'ai fait, comme tout bon fan et comme tout bon curieux qui se respecte, j'ai été voir notre ami Internet. Et donc, je suis tombé sur un site qui parle d'aérodynamisme, qui est un site assez sympa, qui est tpeaerosportauto.wixsite.com. Voilà, que je vous invite à aller voir, où il est expliqué ceci. Je reprends la définition parce que j'ai pas envie de faire un résumé qui vous perdra peut-être un peu plus. Là, au moins, c'est bien expliqué, donc du coup, je vais l'expliquer en état tout en le condensant quand même. L'effet Venturi consiste à accélérer le flux d'air en rétrécissant la largeur du tube où il passe. Ce phénomène est utilisé dans les pontons, sur les côtés d'une voiture de Formule 1. En effet, dans les pontons, il y a un rétrécissement au milieu qui engendre, selon l'effet Venturi, un rétrécissement qui crée de la poussée, mais la poussée générée ne crée pas d'appui au sol. C'est pourquoi dans les pontons, on arrive et on retrouve parfois des déflecteurs qui permettent de créer de l'appui en profitant de la vitesse accrue due à l'effet Venturi. Et du coup, ils illustrent ça un petit peu après, et ils racontent que pour illustrer l'effet Venturi, qui est un effet assez difficile du coup à visualiser, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas directement le voir quand on voit une Formule 1 en mouvement. Du coup, ils disent il existe en fait une expérience simple à réaliser qui est assez intéressante. En fait, ils expliquent qu'il suffit de prendre 2 feuilles de papier que l'on tient par les extrémités dans le sens de la longueur, et parallèlement, il faut écarter les feuilles d'environ 10 cm et souffler entre les feuilles. Par l'effet Venturi, les feuilles vont se rapprocher et non s'éloigner. Donc en fait, l'effet Venturi, ça sert à créer une meilleure accélération, et c'est ce qui réduira les trop grands écarts sur la piste pour une meilleure compétitivité. Voilà du coup ce qu'on pouvait dire sur l'effet Venturi. Ross Brown et Nicolas Tombassis expliqueront: le flux d'air provenant des nouvelles voitures sera à la fois plus propre et mieux orienté, ce qui signifie qu'il aura beaucoup moins d'impact sur les voitures qui suivent. La possibilité de dépasser et de se battre en piste sera bien réelle. Alors, on parle d'accélération, mais paradoxalement, tous ces changements visent également à alourdir les voitures et à faire perdre entre 1 et 3 secondes sur la piste. Max Verstappen d'ailleurs l'a évoqué très récemment. Il a dit: nous savons que les voitures seront beaucoup plus lentes. J'ai conscience également qu'il y aura des caractéristiques en termes de pilotage bien différentes. Les moteurs resteront les mêmes, donc avec la même puissance et plus ou moins d'adhérence, ça ne sera pas facile. Nous verrons bien, mais je pense que cela va nous ramener au niveau d'adhérence en 2014 ou 2015. Ça sera donc un grand changement. Elles seront en tout cas très différentes et nous espérons tous que la course s'améliorera. C'est ce que les fans aimeront. Voilà. Alors, en gros, on estime que les voitures, elles vont peser 25 kg en plus, et on sait pertinemment donc que le poids, c'est pas vraiment le meilleur ami de la performance ni d'écologie d'ailleurs. Mais ça, après, en 2025, cette année devra y répondre beaucoup plus pour en faire un sport durable. En tout cas, il faut l'espérer. Si on continue sur le look pur des voitures, on va voir apparaître un panneau d'affichage LED pivotant sur les jantes qui va nous informer en temps réel des données de la voiture. Voilà, donc un truc plutôt sympathique, donc un petit côté un peu futuriste, un peu plus attractif. Il y aura également des pièces standardisées d'ailleurs, et communes à toutes les voitures, donc notamment comme les enjoliveurs, les pompes à carburant, et d'autres restrictions sur certains composants comme les plaquettes de frein seront de rigueur. Donc en fait, ils seront limités à un certain nombre de plaquettes de frein par saison. Alors, autre également chamboulement, je parlais du plafond du coup des budgets en début de podcast, qui est actuellement à 145 millions de dollars et qui passera à 140 millions en 2022 par équipe et par an, et même après en 2023 à 135 millions. On parle uniquement de performance, et ce qui ne rentre pas en compte dans ce budget, c'est du coup le salaire des pilotes, le marketing et les 3 plus gros salaires de l'écurie. Bah oui, forcément, ils sont pas bêtes non plus. Je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, il faudra certainement compter et prévoir une refonte de ce sujet-là. Mais bon, chaque chose en son temps. La F1 va donc devenir plus équitable, et c'est un peu le fair play financier un peu de la discipline, si vous suivez le foot. Bien que le fair play financier, c'est pas une référence qui tient la route, surtout aujourd'hui. Mais tout cela, ça va renforcer le fait que les équipes devront mieux dépenser et donc plus anticiper. On voit déjà que cette année,
Et on l'a vu, un accident comme celui de Bottas à Imola, ça impacte déjà très 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 fortement le budget, parce que les dégâts sont estimés à peu près à 1 million d'euros, c'est colossal. Donc je pense qu'à l'avenir, ça va renforcer la prudence des pilotes et qui seront beaucoup plus sensibilisés à faire plus attention, parce qu'on sait que chaque accident, ça va coûter une fortune. Et alors ça coûtait déjà une fortune, hein, mais bon, là, vu qu'il y a un budget plafonné, forcément, il faut faire plus attention à ses sous. Et donc, des tensions pourraient peut-être aussi apparaître de plus en plus. On l'a vu, notamment avec Mercedes lors de l'accident de Bottas. Voilà. Et si on prend un pilote, par exemple, comme Mazepin qui plante sa voiture tous les week-ends, lui, ça va être un petit peu chaud pour lui. Quoique non, parce qu'il n'y a papa derrière, donc c'est pas très grave pour lui, mais bon, quand même. Trêve de plaisanterie. Alors, il reste encore à déterminer ce que seront la répartition des revenus et la gouvernance. En gros, la politique et les décisions communes entre trois structures, c'est-à-dire la FIA, le Liberty Media, qui contrôle un peu tout ce qui est média, hein, comme son nom l'indique. Donc, notamment, une série comme Drive to Survive appartient aussi à Liberty Media et à Netflix, et des écuries. Alors, comme je le disais en début de podcast, 2022, c'est déjà dans toutes les têtes, hein, et même beaucoup trop peut-être, mais du coup, il faut quand même anticiper parce que ces changements, tout ça ne peut pas se faire en 3 semaines. Les écuries, d'ailleurs, hein, sont déjà autorisées à travailler en CFD. La CFD, c'est-à-dire la dynamique computationnelle des fluides. C'est un terme un peu barbare, mais en gros, c'est une soufflerie numérique qui est à base de calculs et une modélisation informatique très complexe, et en plus en soufflerie traditionnelle pour les monoplaces de la saison 2022. Comme je disais également, les pneus 18 pouces, sont également testés. Ça a été le cas de Mercedes récemment. Que ce soit du côté de chez Alpine, de Ferrari, de Haas ou même de Williams, on mise beaucoup déjà sur l'année prochaine, quitte un peu à délaisser 2021, comme en témoignent ces déclarations. Déjà, c'était le cas d'Abitbull, Cyril Abitboul, hein, l'ancien directeur d'écurie de Renault, qui n'est plus, donc qui était chez Renault, devenu Alpine maintenant, qui savait déjà un petit peu ce qui allait se tramer et ce qui allait se passer. Il déclarait d'ailleurs en octobre: on est pour l'instant à fond sur la voiture de 2021, car nous n'avons pas la possibilité de développer l'aérodynamique de la monoplace 2022. Je peux vous dire que le 1er janvier 2021, la saison 2021 sera déjà derrière nous en termes de développement. Nous serons concentrés à 100% sur la voiture 2022, malgré des bons résultats, malgré le fait que Fernando pousse. Notre agenda ne devrait pas changer et ne changera pas. Il consistera à donner la priorité à la voiture 2022. Luca De Meo, le PDG du groupe Renault, a lui surenchéri derrière en disant: à partir de 2022 au plus tard, nous devrons être vus et donc le plus souvent possible à la télévision et dans les journaux avec des podiums réguliers et 1 ou 2 victoires. Voilà, donc le PDG de Renault, il s'avance un petit peu, et lui, pour lui, 2022, il mise énormément dessus. Chez Ferrari, même son de cloche, Mattia Binotto sait aussi que 2022, c'est la clé pour lui, hein, même si 2021 doit être une bonne transition quand même chez Ferrari, et on le voit d'ailleurs sur ce début de saison. Lui, il va dire: évidemment, je pense que le développement pour 2022 sera plus important que celui de 2021, car en 2022, nous ouvrons une nouvelle ère technique, et si vous avez déjà un écart à combler au début 2022, ça sera plus difficile. Donc très certainement, 2022 sera la priorité absolue en 2021, et si nous devons travailler sur la voiture 2021, ça sera uniquement parce que la situation est plus mauvaise que prévu, ou parce que certaines choses sont nécessaires en 2021 pour apprendre et essayer de faire quelque chose de mieux pour 2022. Voilà. Donc en gros, 2021, évidemment, ça reste important parce qu'on est déjà dedans et qu'on est en course, etc. La compétition est lancée. Mais 2022, forcément, c'est un axe hyper important pour tout le monde. Alors, oui, 2021 vient de commencer. Il faut que cette saison se fasse en parallèle de 2022 parce qu'il faut anticiper un maximum pour éviter du coup de se faire prendre au dépourvu. Il est impossible pour les écuries de s'y prendre au dernier moment parce que l'enjeu est beaucoup trop important. Peut-être un peu moins pour Red Bull et Mercedes qui eux, 2021, c'est une année hyper importante, et surtout pour les Allemands, en vue d'une conquête d'un 8e titre consécutif. Alors,
Pour autant, il y a quand même des petits sceptiques, à l'image de Toto Wolff, qui est plutôt sceptique sur 2022. Et il a déclaré là, hier ou avant-hier, si vous conservez les règles, le peloton converge. Pour ceux qui sont devant, les gains deviennent de plus en plus réduits, même en déployant plus d'efforts. Et à un moment donné, les équipes qui sont derrière vont également suivre cette courbe de progression rapide. Et ensuite, il y a la convergence. Si vous regardez les qualifications d'Imola, c'est tip-top, la façon dont je l'ai ressenti, c'était la direction qu'il fallait prendre. Je vous promets que l'année prochaine, nous aurons une autre situation avec un peloton totalement dispersé, peut-être pas avec Mercedes en tête, mais certainement un retour à la case départ. Vous l'aurez compris, si la saison 2021 est actuellement avec nous, il faut déjà penser à 2022 et se faire une projection plus ou moins limpide de ce que sera la F1 dans un an. Alors, c'est excitant. Oui, clairement. C'est passionnant, oui, clairement. Mais est-ce que tout fonctionnera bien? Eh bien ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Voilà, c'est la fin de Monoplace. En tout cas, merci d'avoir écouté ce 7e épisode. On se retrouve début de semaine prochaine pour débriefer du Grand Prix de Portimao. Un rendez-vous qui s'annonce franchement palpitant, moi j'ai hâte. Je pense que je ne suis pas le seul. Je ferai très certainement une vidéo sur le compte Instagram du podcast pour parler peut-être des essais et des qualifs, si le temps me le permet. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce 7e épisode. Je vous le rappelle, mais c'est très important, je sais, je vais vous saouler avec ça, mais Monoplace, eh ben, c'est dispo sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcasts, sur Anchor et maintenant sur Amazon Music et TuneIn. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Voilà, une chaîne a été créée. Et si vous souhaitez avoir tous les liens, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, et de vous abonner par la même occasion. Ça m'aidera beaucoup. Petite piqûre de rappel également, si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à noter et à mettre un commentaire. C'est gratuit, c'est rapide pour vous et pour moi, eh ben, c'est hyper important pour développer le podcast davantage. Voilà, donc après, n'hésitez pas à en parler autour de vous, commenter, liker, partager, bref. Monoplace, en fait, eh ben, a besoin de vous et ce sont vous, les auditrices et les auditeurs, eh ben, qui faites vivre cette belle aventure et qui a débuté le 30 mars dernier. Donc voilà, le podcast va fêter ses 1 mois à la fin du mois. Là. Donc voilà, déjà pas mal un bon chemin de parcouru. Je vais terminer en parlant de chiffres. Parce que c'est toujours intéressant à donner. Sachez que vous êtes 35% à écouter Monoplace sur Apple Podcast. Donc pour vous dire que Apple Podcast, c'est très important pour les podcasts, pour n'importe quel podcasteur d'ailleurs. 28% sur Spotify et tout le reste, c'est sur les autres plateformes. Donc notamment sur Anchor, sur Podcast Addict, sur Deezer et j'en passe. Et je vais donner également la provenance des personnes qui écoutent Monoplace. Monoplace, bien sûr, est écouté en France métropolitaine, bien évidemment. Mais on est également écouté aux États-Unis, en Angleterre, en Suisse, à La Réunion, en Inde. Donc un grand bonjour à vous et merci d'écouter le podcast partout dans le monde. Je vais finir également avec des chiffres pareil, assez importants. Vous êtes 84% d'auditeurs et 16% d'auditrices. Sachez que quand j'ai démarré le podcast sur les 2-3 premiers épisodes, on était à peu près à 3% d'auditrices et tout le reste composé d'auditeurs. Voilà, donc mesdames, du coup, vous augmentez dans les stats. Venez écouter Monoplace, le sport auto, c'est pour tout le monde. Voilà, merci encore à vous, passez une bonne semaine. Et puis je vous souhaite un bon week-end de Grand Prix par avance. Bonne semaine à toutes et à tous. Salut et merci encore une fois d'avoir écouté Monoplace.